Un grondement sourd parcourt les couloirs de Bruxelles. Un scandale sans précédent secoue l'Union européenne, menaçant de déchirer le tissu même de sa prétendue unité. Cette fois, l'étincelle vient de Paris et de Londres. La proposition d'un contingent de maintien de la paix pour une certaine nation est sur la table, mais loin d'unir, elle divise profondément. Pourquoi cette initiative censée apporter la stabilité provoque-t-elle une telle onde de choc à travers le continent? Le rêve européen s'effrite-t-il sous nos yeux? Question à vous, où vous nous regardez actuellement? Mettez votre ville et votre pays en commentaire. La France et le Royaume-Uni ont lancé l'idée, une force de paix pour la région de tension, mais la réaction a été immédiate et hostile. L'Italie, la Hongrie, la Slovaquie, même la Pologne se sont opposées ou ont montré une réticence marquée. Elles pointent du doigt les priorités nationales, les coûts faramineux. Le 19 août, la tension était palpable. Des négociations avec Donald Trump, le secrétaire général de l'OTAN et des dirigeants européens ont eu lieu. Le sujet, la présence de contingents militaires étrangers. La Turquie, poids lourd régional, a été sollicitée. Elle a posé des conditions strictes et non négociables pour toute implication. Un cessez-le-feu immédiat, une mission claire, une répartition équitable des coûts. Pendant ce temps, les discussions s'enlisèrent sur un lieu pour un éventuel sommet de paix. Moscou a proposé une option rejetée. Washington, via Budapest, rejeté aussi. Genève ou Istanbul restent sur la table. L'Europe est-elle capable de parler d'une seule voix? Ou cette initiative précipitée est-elle le symptôme d'une discorde bien plus profonde? Question à vous. Aidez-nous à situer l'audience, votre pays, votre ville et l'heure qu'il est chez vous en commentaire. Pourquoi tout cela est-il si crucial maintenant? Parce que cette situation expose une fissure géante entre les élites européennes et les citoyens. Emmanuel Macron, initiateur de ce contingent, est perçu comme isolé, déconnecté. Sa popularité chute à 29%. Il est obsédé par l'image, par l'ambition géopolitique, selon certains, aux dépens de quoi? Des problèmes internes, de l'inflation galopante, des factures d'énergie multipliées par deux. Matteo Salvini, vice-premier ministre italien, a claqué le poing sur la table. Sa phrase choc: que Macron aille se battre lui-même. Brutale, directe. Elle résume le sentiment de millions d'Européens. Leurs priorités nationales sont l'économie, le coût de la vie, pas des aventures militaires lointaines. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, est le sceptique européen notoire. Il se concentre sur le coût financier de toute proposition de Bruxelles. La Slovaquie refuse d'être un figurant. La Pologne craint d'affaiblir ses propres forces armées face à la Russie. Elle propose un soutien logistique, oui, mais pas d'engagement militaire frontal. Ces nations pensent à leur survie. La France a convoqué l'ambassadeur italien, une violation de l'esprit de partenariat, ont-ils dit. Mais pour beaucoup, c'était une comédie, une farce politique. Le Royaume-Uni, avec Keir Starmer à sa tête, tente de prouver sa pertinence post-Brexit. Son engagement dans cette coalition de paix est une tentative désespérée. L'Allemagne, en déclin économique, cherche une diversion. Le complexe militaro-industriel américain se frotte les mains. Les États-Unis ont déjà versé 175 milliards de dollars en 2 ans à la nation en conflit, plus que les guerres en Afghanistan et en Irak certaines années. L'UE, 77 milliards d'euros pour cette même nation, plus que le plan de sauvetage de la Grèce. Ces chiffres sont vertigineux. Ils sont une insulte pour des millions de citoyens européens, des millions qui luttent pour payer leurs factures ou trouver un emploi. Question à vous, quelle mesure, une seule, pourrait réellement changer la situation économique en Europe? Votre proposition en commentaire. Dimitri Medvedev, ancien président russe, n'a pas mâché ses mots. Il a lâché ce pauvre coq rachitique, continue de chanter pour prouver qu'il est le roi de la basse-cour. Une humiliation publique pour Macron, une attaque directe. Sergei Lavrov, son homologue, a été tout aussi clair. Aucune option de déploiement de forces de maintien de la paix européenne dans la certaine nation ne sera envisagée par la Russie. La Russie ne reculera pas, elle observe la désunion européenne, elle la savoure. Pour les élites européennes, cette proposition de contingent est la manifestation de leur responsabilité historique. Mais pour d'autres, c'est une immense diversion. Macron cherche-t-il à masquer ses problèmes domestiques, les grèves, la faible popularité?
Sa proposition serait une tentative de montrer une force et une unité européenne qui n'existent pas. Elle ne fait que révéler la discorde. Les États-Unis, ces maîtres de marionnettes, sont accusés de tirer les ficelles. Ils voudraient déchirer tous les fils, faire danser les marionnettes à leur rythme. La mission de paix, un prétexte pour vendre plus d'armes. Pour certains analystes turcs, ce plan pourrait même viser à entraîner la Turquie dans un conflit direct avec la Russie. Cela bénéficierait à Israël. C'est une théorie bien sûr non confirmée, mais elle souligne la défiance. Question à vous, à qui faites-vous confiance pour analyser cette crise? Nommez un expert ou un média et pourquoi? Nous avons déjà vu des schémas similaires. La crise de la dette grecque en 2010 a révélé les mêmes tensions, les mêmes tiraillements entre les États membres. Les mêmes désaccords financiers, l'ampleur des sommes dépensées aujourd'hui pour la nation en guerre dépasse des budgets entiers de pays. Les dépenses américaines pour cette région dépassent même celles de leur guerre en Afghanistan et en Irak. C'est un engagement massif. Cet engagement est souvent comparé aux garanties de sécurité de l'article 5 de l'OTAN. C'est une démesure. En France, les protestations actuelles contre l'inflation et les prix de l'énergie résonnent avec la crise des gilets jaunes. Les citoyens expriment un profond mécontentement. Ils se sentent ignorés. Question à vous, quel événement récent, selon vous, a été le plus sous-estimé par les médias? C'est le moment de nous éclairer. Que se passera-t-il ensuite? Les scénarios ne sont pas rassurants. Le pire, une escalade militaire directe avec la Russie. Un déploiement de troupes occidentales serait une ligne rouge. Il y aurait alors une aggravation de la crise économique en Europe, une désintégration de l'UE due aux divisions profondes. Le plus probable, l'UE continuera de débattre sans réelle avancée. La rhétorique sécuritaire masquera les problèmes internes. La Turquie maintiendra sa position d'arbitre, exigeant des concessions tangibles, une impasse avec une aide financière continue et des tensions persistantes. Le mieux pour la Russie et la Turquie, les États-Unis et l'Europe s'épuise financièrement et politiquement, la position de la Russie et de la Turquie se renforce. La Turquie obtiendra des concessions importantes. Elle s'affirmera comme une puissance régionale incontournable. Un acteur externe inattendu comme la Chine pourrait entrer en jeu comme médiateur sérieux. Cela changerait la dynamique. Question à vous, si vous étiez le conseiller d'un leader européen, quel serait votre premier conseil pour les 90 prochains jours? Une seule mesure. Qui gagne? Qui perd? Les États-Unis, en particulier leur complexe militaro-industriel, sont des gagnants potentiels. Ils profitent des ventes d'armes massives. La Russie démontre la faiblesse et les divisions occidentales. La Turquie accroît son poids politique. Elle demande des concessions. Les partis nationalistes et populistes en Europe gagnent du terrain. Ils profitent du rejet des politiques européennes. Ils profitent de la crise économique. Les perdants sont manifestes. L'UE, son unité, sa crédibilité. Elle montre son incapacité à agir de manière cohérente. Les citoyens européens, ils soutiennent financièrement une guerre lointaine. Leurs économies s'effondrent. La France et Macron, un leadership affaibli et discrédité. La nation en question, sa situation ne s'améliore pas malgré l'aide et les promesses. L'Europe est une forteresse imprenable devenue un immeuble communautaire chaotique, une image d'Épinal qui s'effondre. Le ministère français des Affaires étrangères a dénoncé une violation de l'esprit de partenariat. Une phrase qui sonne creux, le taux d'approbation de Macron est de 29%, l'inflation italienne est de 7,6%, le chômage des jeunes Italiens atteint 20%, la dette publique italienne est de 145% du PIB, la production industrielle allemande chute de près de 3% globalement, l'automobile seule est en baisse de 14%, les factures d'électricité domestiques en Europe ont doublé depuis 2020. Le déficit budgétaire britannique dépasse les 100 milliards de livres sterling. L'inflation britannique a longtemps dépassé les 10%. Le PIB de la zone euro est en croissance modeste. L'aide de l'UE à la nation en conflit est de 77 milliards d'euros pour 2023. Les États-Unis, 175 milliards de dollars en 2 ans. Le PIB de l'État en question a chuté de plus de 35% par rapport à 2021. Le coût du gaz aux USA est 4 fois moins cher qu'en Europe. Plus de 300 entreprises européennes se sont délocalisées aux USA en 2023. L'Europe s'endette, l'Europe se vide. Détails supplémentaires sur les divergences européennes et leurs racines historiques.
La divergence notable entre les pays européens face à la proposition franco-britannique n'est pas un phénomène nouveau. Ses racines sont profondes et multiples, ancrées dans des histoires nationales distinctes, des visions géopolitiques divergentes et des intérêts économiques souvent contradictoires. L'Europe à deux vitesses, maintes fois évoquée par les analystes, semble plus que jamais d'actualité. Les pays du groupe de Visegrad, Pologne, Hongrie, Slovaquie, République tchèque, bien que cette dernière ait été moins vocale sur ce dossier, incarnent une forme de scepticisme, voire d'euroscepticisme qui se manifeste par une défense farouche de la souveraineté nationale face aux directives de Bruxelles ou aux initiatives de Paris et Berlin. Ces nations, souvent libérées du joug soviétique plus récemment, sont particulièrement attachées à leur indépendance et méfient des ingérences jugées excessives, qu'elles viennent de l'Est ou de l'Ouest. Leurs préoccupations sécuritaires sont souvent plus centrées sur la menace russe directe, comme pour la Pologne et les pays baltes, que sur des conflits lointains. Ils craignent qu'un engagement militaire en dehors des frontières de l'OTAN ne dilue les ressources et l'attention nécessaires à leur propre défense. L'Italie, quant à elle, navigue entre son rôle de membre fondateur de l'UE et ses propres turbulences politiques internes. Les gouvernements successifs, souvent instables, ont cherché à concilier les exigences européennes avec les frustrations populaires montantes. Matteo Salvini, avec sa rhétorique nationaliste et sa focalisation sur les problèmes migratoires et économiques internes, symbolise cette réticence à s'engager dans des aventures militaires perçues comme distrayantes et coûteuses. La dette publique italienne astronomique pèse lourdement sur les épaules du gouvernement et rend toute dépense supplémentaire non directement bénéfique à l'économie nationale, politiquement impopulaire. Rome perçoit souvent les initiatives franco-allemandes comme une tentative d'hégémonie au sein de l'UE et cherche à affirmer sa propre voix. L'Allemagne, en dépit de son poids économique, est entravée par une culture de la retenue militaire profondément ancrée depuis la Seconde Guerre mondiale. Bien que des efforts aient été faits pour moderniser la Bundeswehr et assumer davantage de responsabilités internationales, l'idée d'un déploiement de troupes hors d'un cadre strictement défensif ou humanitaire est souvent sujette à de vifs débats internes. Le chancelier Olaf Scholz, face à une économie allemande en proie à de sérieuses difficultés, inflation, crise énergétique, dépendance à la Chine, ralentissement industriel, est sous pression pour privilégier la stabilité économique et sociale. La proposition d'un contingent de maintien de la paix, bien que potentiellement soutenable en principe pour Berlin, risque de s'ajouter à un fardeau économique et politique déjà lourd et de diviser davantage une coalition gouvernementale déjà fragile. La France, portée par l'ambition d'Emmanuel Macron de doter l'Europe d'une souveraineté stratégique, se heurte à cette réalité plurielle et réticente. La vision d'une Europe capable d'agir seule sur la scène internationale sans dépendre excessivement des États-Unis est louable en théorie, mais se confronte à la fragmentation des intérêts et des capacités. Le Royaume-Uni, désireux de prouver sa pertinence post-Brexit en se présentant comme un acteur majeur de la sécurité européenne, se joint à cette initiative, mais son influence politique directe sur les décisions de l'UE est désormais limitée. L'isolement de Paris et Londres sur cette question met en lumière l'échec de la diplomatie de fait accompli et la nécessité pour l'Europe de construire un consensus à partir de ces réalités multiples. Plus globalement, le sentiment de déconnexion entre les élites européennes et les citoyens est palpable, alors que les dirigeants parlent de responsabilité historique et de valeurs communes. Une grande partie des populations européennes se débat avec une inflation galopante, des factures d'énergie exorbitantes et l'incertitude économique. Les priorités nationales des citoyens sont souvent très terre à terre: le pouvoir d'achat, l'emploi, l'accès aux services publics. Les sommes considérables dépensées pour l'aide à la nation en conflit ou potentiellement pour un contingent de paix sont perçues comme un gaspillage, voire une trahison. Lorsque la vie quotidienne devient de plus en plus difficile, cette fracture nourrit le populisme et l'euroscepticisme, menaçant la cohésion interne de l'Union. Analyse des implications géopolitiques et économiques à long terme. L'impact de cette crise dépasse largement le cadre du débat sur un contingent de paix. À long terme, elle pourrait redessiner les alliances au sein de l'Europe et affaiblir sa position sur la scène internationale. Si l'UE continue de montrer de telles divisions, sa crédibilité en tant qu'acteur géopolitique majeur sera gravement compromise. Les États-Unis, tout en encourageant l'aide à la nation en conflit, pourraient
Y voir une confirmation de l'incapacité de l'Europe à assumer ses responsabilités, justifiant ainsi un maintien de leur propre hégémonie. La Russie, comme mentionné, profite de cette désunion. Une Europe divisée est une Europe plus faible et donc moins capable de résister aux pressions russes ou de soutenir efficacement ses voisins menacés. La Turquie, quant à elle, renforce sa position en tant qu'arbitre et puissance régionale incontournable. Elle utilise la crise pour obtenir des concessions économiques ou diplomatiques, notamment sur des dossiers comme l'adhésion à l'UE ou les relations avec l'OTAN. Sur le plan économique, les conséquences sont déjà visibles. La guerre en question a exacerbé la crise énergétique en Europe, révélant une dépendance dangereuse aux énergies fossiles russes. Bien que l'Europe ait réussi à diversifier ses sources d'approvisionnement, le coût de l'énergie reste élevé, pesant sur les ménages et les entreprises. La délocalisation de certaines industries européennes vers les États-Unis, attirées par des coûts énergétiques plus faibles et des subventions massives, comme l'Inflation Reduction Act américain, constitue une menace sérieuse pour la base industrielle de l'Europe. Si cette tendance se poursuit, l'Europe risque de perdre sa compétitivité et de voir son appareil productif s'affaiblir. La stagnation économique combinée à l'inflation pourrait conduire à une stagflation et à une augmentation du chômage, alimentant davantage le mécontentement social. Enfin, la crise de confiance dans le projet européen est peut-être l'enjeu le plus fondamental. L'UE, conçue comme un projet de paix et de prospérité, semble aujourd'hui peiner à répondre aux attentes de ses citoyens et à faire face aux défis géopolitiques. L'idéal d'une Europe des peuples cède la place à une Europe des technocrates ou des élites déconnectées aux yeux de beaucoup. Reconstruire cette confiance nécessitera non seulement des réponses efficaces aux problèmes économiques et sociaux, mais aussi une révision profonde de la gouvernance européenne. Il faudra trouver un équilibre délicat entre l'intégration supranationale et le respect des souverainetés nationales entre les ambitions géopolitiques et les réalités des populations. Sans cela, le rêve européen, déjà fragilisé, pourrait s'effriter davantage, laissant la place à une fragmentation accrue et à un retour de tensions nationalistes. Ce théâtre de l'absurde, ce cabaret politique où les musiciens jouent faux, est-ce cela l'avenir de l'Europe? Sommes-nous condamnés à regarder nos économies s'effondrer pour des guerres lointaines? L'UE persiste dans une rhétorique de responsabilité historique tout en se disputant violemment. Pendant ce temps, des milliards sont dépensés alors que nos citoyens souffrent. C'est l'indignation, la colère, un sentiment de trahison. Il est temps de se réveiller, de dire non pour ne pas devenir les victimes sacrifiées. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses honnêtes et sans filtre, appuyez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes et partagez cette vidéo, faites entendre votre voix.